Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous êtes assez nombreux. D'abord, je voudrais remercier Kylian Stingel de m'avoir demandé de prononcer cette conférence, je ne dirais pas inaugurale, mais enfin cette première conférence plénière de cette belle et riche journée d'études co-organisée avec le pôle alimentation que j'anime. Le pôle alimentation de Tours, c'est un groupe informel d'une centaine de chercheurs et ingénieurs de l'université, de l'INRA, moitié SHS et moitié STS. Donc il y a une interdisciplinarité, une pluridisciplinarité au moins très forte. Grâce au soutien de l'université, et bientôt nous l'espérons de la région, chaque année il organise 3 journées d'études, dont celle-ci cette année, accorde un contrat doctoral et peut inviter 2 professeurs étrangers. Nous sommes aussi en train de mettre sur pied un séminaire doctoral. Cette conférence, que malheureusement je serai contraint d'abréger, je l'annonce tout de suite, à 20 minutes, non pas parce que je n'ai pas assez travaillé, mais parce que j'ai un cours qui suit directement, le temps d'aller au tanneur, d'installer le PowerPoint, etc. etc. Bon, je suis désolé. Bon. Cette conférence, donc, est aussi l'occasion pour moi de retrouver d'anciennes amours, les mots de la cuisine. Ce qui me rend d'autant plus enthousiaste de participer à votre belle initiative d'un cycle de colloques sur la question des terminologies, qui pour moi est tout à fait essentielle. Alors je la vois d'un point de vue d'historien, pas d'un point de vue de linguiste, mais bon, voilà. Car, en fait, et alors là, il est parti, donc... je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. Voilà. Car, dès les débuts de ma recherche sur la cuisine médiévale, il y a maintenant 37 ans, j'ai rencontré le problème terminologique. Il s'agissait tout bêtement de comprendre le sens des mots, parfois très techniques, utilisés dans les livres de cuisine. Là, vous voyez, je vous ai reproduit une liste de termes compilés par un site dont je ne suis pas en mesure de contrôler, enfin, dont je n'ai pas eu le temps de contrôler la scientificité, disons, mais vous savez, il y a beaucoup de passionnés de la cuisine médiévale, et évidemment, ils sont amenés à réfléchir au sens des termes. Donc, ils se font tous des glossaires, des lexiques. Donc, c'est un exemple, vous verrez, de certaines difficultés techniques. Donc, il s'agissait tout bêtement de comprendre le sens des mots, parfois très techniques, utilisés dans les livres de cuisine. Or, les dictionnaires usuels, même lorsqu'ils sont centrés sur le latin médiéval, l'ancien français ou le moyen anglais, se révèlent, sauf exception, inutiles pour comprendre cette langue technique, car ils sont fondés, pour l'essentiel, sur des textes littéraires, assez éloignés, il faut bien le dire, des réalités matérielles de la cuisine. De surcroît, la terminologie culinaire médiévale pose un problème supplémentaire et peut-être spécifique, dans la mesure où on ne la connaît qu'à travers une mise par écrit, qui fut, à n'en pas douter, exceptionnelle, voire rarissime. Je me demande si je n'ai pas manqué le... Oui, c'est ça, c'est bon, ça va. En vue d'écrire la cuisine, les premiers auteurs, entre guillemets, médiévaux, parce qu'il y a toute une réflexion à avoir sur qui écrit la cuisine au Moyen-Âge, et pas seulement d'ailleurs au Moyen-Âge. Donc les premiers auteurs médiévaux, entre guillemets, durent mettre en œuvre un vocabulaire et une syntaxe pour lesquels les modèles rhétoriques étaient donc rares, voire inexistants, puisque, je le rappelle, le seul livre de cuisine réchappé de la fin de l'Antiquité, un recueil attribué à Apicius, avait été oublié dans les bibliothèques monastiques jusqu'à sa redécouverte au XVe siècle. La langue des livres de cuisine écrits au Moyen-Âge, la langue de ces auteurs, devait donc fatalement emprunter largement aux formules orales, par lesquelles les professionnels se transmettaient en partie leur savoir. Le reste étant, comme aujourd'hui, peut-être le reste est l'essentiel, étant appris à travers l'imitation et la reproduction des gestes et des tours de main.
Cependant, on vit peu à peu apparaître au long des XIVe et XVe siècles des réceptaires de plus en plus gros, où venaient confluer des traditions textuelles désormais bien établies, ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes. Par exemple, tel manuscrit, transcrit vers 1450, ce qui est à peu près le cas de celui-ci, témoigne-t-il bien du lieu et des temps où il fut établi, ou bien n'est-il qu'une pâle copie d'un modèle fort antérieur? Bien souvent, l'innovation, l'adaptation ne se révèle qu'au prix d'une lecture attentive des variantes et aussi des gloses, c'est-à-dire des mots destinés à éclairer le sens de ceux qu'on peine à comprendre dans le texte. C'est le cas de celui-ci, de ce livre de cuisine dont je vous ai donné une page. Je ne vous ai pas donné la cote, non pas par cachotterie, mais simplement il est malheureusement maintenant reparti dans une collection privée où personne n'a pu encore le repérer. Donc j'ai réussi moi à avoir une photo au moment où il était dans la bibliothèque d'une fondation, également privée, mais un peu plus normalement stable. C'est un manuscrit qui reproduit un livre de cuisine écrit par le cuisinier d'un pape, le pape Martin V, par un Allemand, Jean de Bockenheim, probablement dans les années 1420, 1430, non, 1430 plus vraisemblablement. Et vous avez ici un manuscrit plus tardif, mais un manuscrit qui, vous voyez, d'une part est écrit d'une manière très cursive, très courante. C'est une copie qui n'est pas une copie de luxe, ce n'est pas une copie de présentation, c'est une copie courante, une sorte de manuscrit de travail. Et vous voyez, je pense que vous voyez, qu'il y a dans la marge des gloses, des commentaires. Ces commentaires, ce sont des commentaires soit en latin, le texte est latin bien sûr, soit en allemand, parce que, visiblement, le propriétaire de ce manuscrit était allemand et avait besoin de temps en temps de traduire les termes qu'il ne comprenait pas. Donc, dans cet aller-retour entre le texte et la glose, on voit déjà la manière dont fonctionnent les livres de cuisine et dont fonctionne aussi l'élaboration terminologique. Il se trouve que la glose, c'est l'une des techniques fondamentales du travail intellectuel, tel qu'il s'est mis en place dans les écoles urbaines du XIIe siècle et s'est consolidé à partir du XIIIe siècle dans les toutes nouvelles universités. Cette technique a concerné l'ensemble des disciplines qu'on enseignait dans ces établissements, depuis la théologie et la philosophie jusqu'au droit, à la médecine et à la grammaire. Avant de se muer à la fin du Moyen-Âge en une linguistique très théorique, la grammaire avait pour vocation principale au Moyen-Âge de maîtriser le latin, qui était la langue, je rappelle, véhiculaire de l'enseignement supérieur. Mais comme je suis gentil, je ne vous ai pas fait la conférence en latin. Cela supposait une connaissance approfondie non seulement de sa syntaxe et de sa morphologie, mais aussi de son vocabulaire. Comment comprendre les textes formant le corpus des autorités qui étaient exclusivement, y compris la Bible, je le rappelle, connus à l'époque en latin? Comment adapter leur contenu aux réalités du temps dans lequel vivaient élèves et professeurs? La grammaire, comme du reste les autres disciplines scolastiques, et à contrario d'une idée reçue, cherchait à actualiser les autorités et non à les replacer dans le monde antique qui les avait vus naître, à les replacer dans leur contexte historique. Ça sera l'effort des humanistes à partir du XVe et surtout XVIe. La scolastique, c'est pas ça, c'est actualiser. Or, quand vous actualisez des termes, forcément, vous êtes confronté aux termes d'aujourd'hui. On est obligé de faire cet effort-là. Ce travail de réactualisation passait par l'élaboration d'outils qui révèlent l'existence d'une véritable lexicographie alimentaire, à laquelle j'ai consacré naguère plusieurs articles. Au premier rang de ces outils figurent des lexiques alphabétiques qui vont se transformer peu à peu en dictionnaires. Le premier d'entre eux, premier dictionnaire de langue, on va dire,
de latin. C'est l'œuvre d'un Italien nommé Papias et il remonte au XIe siècle. Vous voyez, c'est très tôt. On est même avant la Renaissance du XIIe siècle. Ou alors, ils vont se voir munis de traductions en langue vulgaire. C'est ainsi qu'apparaissent dans les derniers siècles du Moyen-Âge les premiers lexiques bilingues latin-français et même le premier glossaire inversé français-latin qui fournira une base de travail pour les lexicographes jusque sous l'Ancien Régime. Une des caractéristiques des lexicographes, j'espère ne choquer personne, c'est qu'ils travaillent d'abord sur les travaux des lexicographes antérieurs. Voilà. Et donc là, c'est en tout cas frappant pour toute cette période qui s'étend du XIIe, voire même du haut Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle. Bien connus des historiens de la langue, ces dictionnaires, lexiques et glossaires sont à peu près ignorés des historiens de l'alimentation, alors qu'ils leur fourniraient des informations appréciables. C'est encore plus vrai pour un autre type d'œuvre grammaticale qui a connu une étonnante floraison au XIIe siècle. Il s'agit de listes de vocabulaire thématiques destinées à permettre aux étudiants d'apprendre plus aisément les mots latins usuels en les replaçant dans des situations de la vie quotidienne. Vieille tradition, puisqu'elle remonte à l'Antiquité, où les maîtres exerçaient ainsi la capacité de leurs élèves à mémoriser. Au XIIe siècle, elles prirent notamment la forme de la description d'une maison dont chaque pièce comportait une longue série d'ustensiles qu'il fallait donc nommer, ou bien d'une ville où œuvraient de nombreux artisans dont il s'agissait également d'apprendre par cœur les différents produits et outils. Inutile de dire que l'alimentation tenait une place de choix dans ces petits manuels. C'est le cas ici. Vous avez un manuel de Jean de Garland qui décrit le paysage d'une ville et les activités d'une ville universitaire à destination des étudiants, comment se débrouiller quand on a faim, quand on veut se loger, etc. Donc c'est fourmi de détails concrets. Et le côté intéressant, vous voyez, c'est que ce manuel comprend évidemment un texte en latin, puisqu'il s'agit d'écrire le latin, il s'agit de comprendre le latin, même de le parler durant les cours, mais il fournit des glosses en langue vulgaire, soit en ancien français, soit en anglais. Donc, l'alimentation tenait une place de choix dans ces petits manuels. Ce caractère très concret correspondait parfaitement aux besoins des étudiants déracinés qui suivaient les cours d'une grande université internationale, comme l'était alors celle de Paris. Et ce n'est pas un hasard si les trois maîtres qui s'illustrèrent dans le genre, donc Jean de Garland, Alexandre Neckam et Adam de Petit-Pont, venaient d'Angleterre, qui à l'époque fournissait des bataillons d'étudiants pour l'université de Paris. Et si nombreux également sont les manuscrits de leurs œuvres à comporter des glosses, comme ceux-ci, qui en anglais, qui en français. Je rappelle que le français était alors la langue de culture outre-Manche. L'anglais ne le devient que vraiment tout à la fin du Moyen-Âge. Désolé, merci. Car le vocabulaire consigné par les grammairiens était d'origine savante, hérité en grande partie d'une série de compilations remontant à Isidore de Séville, qui lui-même au 7e siècle avait rassemblé dans ses étymologies les connaissances lexicographiques de l'Antiquité. Toutes ces entreprises insistaient sur les mots rares et inusités, car ils requéraient absolument une explication. C'était le cas notamment des termes venus du grec, dont la connaissance avait fini par se perdre assez largement en Occident. Ainsi vit-on des générations de grammairiens s'interroger longuement sur les différents composés issus du grec artos, le pain, dont il sera question aujourd'hui, je crois. Il n'y a pas une communication sur le pain. Voilà. Merci. Donc, vous aviez par exemple arto crea, ce qui veut dire pain plus viande. Arto tira, pain plus fromage. Voire un horrible barbarisme comme arto caseus,
donc un mélange de grec et de latin. Ça veut dire aussi pain et fromage. Vous aviez également artokopous, qui sont traduits mot à mot, veut dire pain plus travail. Bon. Que les lexicographes médiévaux, ces termes, les avaient rapprochés des spécialités de mets en pâte ou en croûte qui fleurissaient dans les grandes villes de l'époque et dont les étudiants faisaient leur encas. Quand ils avaient faim, ils achetaient un pâtissier qui préparait ces aliments sur un four mobile, ces spécialités-là. Alors ça pouvait être la tourte de viande, donc artocréa va finir par être traduit en tourte par nos lexicographes. Ça pouvait être donc pâté au fromage, traduction possible de artotira ou artocaseus, ou encore flan, et ça pouvait être échaudé par lequel on va traduire effectivement artokopous, parce que ça demandait beaucoup de travail. Voilà. Donc cette réactualisation, vous voyez, consistait à convoquer au fond les mots et les produits existants dans le monde qui entourait ces intellectuels. Donc c'était une orientation extrêmement importante de cette lexicographie. En comparaison, le latin des recettes culinaires, plus nombreuses qu'on ne le croyait il y a quelques décennies, paraît bien pauvre. Grâce à une thèse entamée par Corentin Poirier, ici présent, sur écrire la cuisine en latin, et un programme de recherche international, COREMA, dont je vais parler bientôt, on devrait être en mesure de reprendre à nouveau frais la question du latin de la cuisine, sinon du latin de cuisine. C'est l'occasion pour nous de revenir aux livres de cuisine, à l'endroit où j'avais laissé leur étude me concernant, c'est-à-dire au début des années 1980. Donc je reviens un petit peu sur mon expérience, mais rassurez-vous, je ne vais pas parler que de moi, je vais parler aussi du groupe où je finis par m'agréger. Le groupe de chercheurs et d'étudiants que Jean-Louis Flandrin avait alors réuni autour de lui à l'EHESS, et donc auquel je fus rapidement agrégé, s'intéressait prioritairement aux livres de cuisine. Dans l'esprit de l'histoire des mentalités, on a oublié ça, qui était alors dominante, il s'agissait de retracer les évolutions du goût en France et dans toute l'Europe à travers une série importante et encore méconnue de recueils de recettes culinaires qui s'étendaient du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. On compta d'abord les ingrédients, ce qui donna lieu à de nombreuses publications sur les matières grasses, les épices ou le sucre. Puis, le développement des usages de l'ordinateur, on ne parlait pas encore d'humanité numérique à l'époque, sembla ouvrir de nouvelles possibilités. La lexicologie avait une longue et solide tradition à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, où j'entrepris bravement, avec mes petites mains, de coder des milliers de fiches perforées, travailler sur des fiches perforées, sur les épices telles qu'elles apparaissaient dans les livres de cuisine. Les chercheurs eurent ensuite accès à des bases de données, encore lourdes et complexes à l'époque. Qui se souvient de DBAS 3+? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, c'était compliqué à mettre en œuvre. Mais ces bases de données permettaient d'atteindre à la fois les ingrédients, ce qu'on pourrait appeler le lexique de la recette, et les procédés qui les combinent dans la cuisine, soit la grammaire de cette même recette. Mais comment digérer la masse d'informations fournies par des dizaines de milliers de recettes? Un travail parallèle de recensement des sources nous en faisait en effet connaître chaque jour de nouvelles. Le groupe de Flandrin, comme on disait, décida donc de limiter l'enquête, dans un premier temps, simplement au titre des recettes. Cela peut sembler réducteur par rapport à une analyse intégrale des dites recettes, mais les premiers résultats furent prometteurs. Les intitulés de recettes permettaient en effet un travail comparatif non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. D'autant qu'à la suite du premier colloque sur la cuisine médiévale, qui s'était tenu à Montréal
en 1990 et où nous avions présenté le projet titre, nous nous étions adjoints les forces de spécialistes des livres de cuisine anglais, néerlandais ou allemands. L'étude comparative allait-elle accréditer l'idée répandue chez les historiens, et encore chez certains aujourd'hui, d'une sorte de cuisine internationale à l'échelle de l'Europe, comme il avait existé en matière artistique un gothique international? Ou bien avait-on affaire, au contraire, à de fortes traditions culinaires nationales, voire régionales, qui auraient existé déjà anciennement? Entre les recettes écrites en français et en anglais, par exemple, pouvait-on repérer des circulations, des imitations, des transpositions, comme l'avaient supposé les érudits du XIXe siècle, et comme pouvait le laisser croire, à tort à mon avis, le fait que les premiers recueils copiés en Angleterre l'avaient été en anglo-normand, c'est-à-dire en français. Des questions du même genre pouvaient être posées à propos d'un répertoire manifestement d'origine arabe, et qui s'était, au point de vue linguistique, et qui s'était diffusé en Italie comme en Angleterre, ainsi que l'avait montré Maxime Rodinson dès les années 1960. Mais la réponse à ces questions supposait en réalité un retour au texte même de la recette, soit précisément la difficulté qu'une enquête portant sur les seuls titres voulait contourner. Il apparut en effet assez vite qu'un même titre, et ça va durer jusque dans une période très récente, un même titre pouvait cacher des recettes qui n'avaient à peu près rien à voir entre elles. Et qu'à l'inverse, une même recette pouvait circuler sous des noms entièrement différents. Et ceci, non seulement d'un texte à l'autre, mais également à l'intérieur même d'une tradition textuelle. Les transformations des titres de plats constituaient en soi un terrain d'enquête passionnant, mais ce qui nous intéressait avant tout, c'était les transformations du goût. Nous nous replongeâmes donc, chacun de notre côté, dans nos recueils favoris, en essayant de lever les ambiguïtés que je viens d'évoquer. L'enquête prit beaucoup de retard et bien sûr, les crédits furent coupés. Fussent-ils très partiels, les résultats de l'enquête titre ont nourri ou initié dans les années 1990 et 2000 nombre de travaux sur des sujets aussi variés que les techniques de farcissure ou le bon usage des statistiques en histoire de la cuisine. Vous voyez, c'est très varié. D'autres voies ont été empruntées dans l'histoire de l'alimentation. Un collègue a même pu écrire, que nous verrons cet après-midi, je le dénonce déjà, a même pu écrire que nous étions dans l'après Jean-Louis Flandrin. Et puis d'un coup, plus de 20 ans après que l'enquête sur les titres eut été abandonnée, les hasards, parfois heureux, de la recherche sur projet ont redonné aux questions qui avaient présidé à sa naissance une singulière actualité scientifique. Ce programme qui vient de démarrer s'appelle Corema. Corema, ça veut dire Corpus des recettes culinaires du Moyen-Âge, recensement, analyse, visualisation. Financé à la fois par l'ANR et son homologue autrichien, la FWF, il associe le Centre d'études supérieures de la Renaissance, ici, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et un centre de recherche de Graz, très renommé pour les humanités numériques. S'agit-il pourtant de reprendre le fil de la défunte enquête titre? Évidemment non, car certes, il s'agit toujours d'éclairer des circulations et les influences des goûts et des savoirs à travers les mots, à travers la terminologie, mais dans le cadre de ce que l'on appelle désormais l'interculturalité et l'histoire culturelle, qui a remplacé l'histoire des mentalités, qui, au moins pour le Moyen-Âge, associe étroitement historiens, philologues et codicologues. Mais surtout, le corpus, les méthodes et les réalisations envisagées ne sont plus du tout les mêmes. Le corpus peut sembler
réduit puisque nous ne prenons en considération que les recettes médiévales et uniquement celles écrites en allemand, français et latin. Alors pourquoi le Moyen-Âge et puis pourquoi cette réduction linguistique ? Le Moyen-Âge pouvant être considéré comme une période clé pour la naissance de l'Europe, d'un point de vue politique et surtout culturel, je parle de l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, on est bien d'accord, nous faisons l'hypothèse que cela pourrait être aussi la même chose d'un point de vue culinaire. Une version antérieure du programme, dont est tirée cette carte de répartition, soumise là cette fois à l'Union européenne, était portée par un consortium comprenant aussi des chercheurs espagnols, italiens et britanniques. Elle a été retoquée de peu et nous envisageons Corema au fond comme un test qui pourra être ensuite étendu à d'autres pays et à d'autres périodes, donc y compris pour les très nombreux livres de cuisine imprimés, qui constituent une masse considérable de données qui n'a jamais été véritablement traitée d'un point de vue global et statistique. Selon nos estimations, et du fait que de nouveaux manuscrits n'ont cessé d'être retrouvés dans les 20 dernières années, notre enquête, donc dans Corema, c'est le chiffre en rouge là, devrait tout de même représenter environ 8000 recettes à traiter. 8000 recettes à traiter complètement. Donc il ne s'agit plus seulement des titres, il s'agit de l'intégralité. Ça représente une minorité par rapport, une toute petite majorité plus exactement par rapport à toutes les recettes de l'époque qu'on peut estimer à 15 000. Ça ne veut pas dire 15 000 recettes différentes, hein, ça veut dire 15 000 recettes à tester par les différents livres de cuisine. Il y a beaucoup de répétitions, bien entendu. Donc, on est tout de même dans la majorité. Bon. Et il s'est trouvé que par hasard, surtout, il y avait un programme conjoint France-Autriche, hein, avec de bonnes possibilités de réussite, auxquelles... Non, c'est ANR FW. C'est ANR FWS, c'est un programme ANR, qui paraît tous les ans. Voilà. Vous savez, c'est le programme conjoint de l'ANR avec les autres agences. Car, second changement majeur, c'est désormais l'intégralité du texte des recettes qui fait l'objet de l'enquête. Dans ce choix d'exploiter tout le corpus disponible, nous avons pris le pari d'intégrer tous les manuscrits, qu'ils appartiennent ou non à une même tradition textuelle. Cela se justifie d'autant plus que nous cherchons à retrouver ici la diversité et les interactions culturelles. Mais cela implique aussi un travail extrêmement précis de datation, de localisation et de description qui, dans bien des cas, n'a pas encore été réalisé. Restera alors à interpréter les recettes. Pour cela, elles seront encodées dans le langage désormais universel dit XML-TEI, qui permettra de repérer les ingrédients et les récipients comme les procédés, type et durée de cuisson par exemple, et aussi les références culturelles, par exemple religieuses, que recèlent parfois les livres de cuisine. Afin de faciliter la comparaison, y compris avec d'autres corpus, il faudra intégrer la liste très foisonnante des termes attestés par les manuscrits avec leur graphie propre à une région ou à une époque, comme on le sait par exemple pour la langue d'Oyle, qui a donné naissance à toutes sortes de graphies. Il faudra les intégrer dans des catégories générales, autrement dit des ontologies. Bon, je passe. Voilà qui permettra de déboucher sur la phase ultime de Corema, celle de la visualisation. Il ne s'agit pas seulement de visualiser les résultats de notre recherche pour les chercheurs, sous forme de graphiques, de cartes ou de tableaux, mais aussi de rendre visible. Là, je m'adresse à notamment des spécialistes d'Infocom, hein, donc, voilà, ou des STIC. Voilà. Je ne sais plus, ça se dit plus STIC, hein, ça se dit comment? Si, ça se dit STIC, on dit encore? On disait ça, sciences et technologies de l'information et de la communication. Comment on dit aujourd'hui? Il y a plein de spécialistes, c'est... Hein? On dit toujours? Oui, ça se dit? Oui, d'accord.
il ne s'agit pas seulement de faire des cartes, des graphiques, etc. Il s'agit aussi de rendre visibles ces résultats pour le grand public afin qu'il puisse se réapproprier l'histoire et le patrimoine culinaire de l'Europe. À côté des éditions savantes et érudites de recueils inédits, nous espérons donc pouvoir publier en fin de programme un livre de cuisine de l'Europe médiévale qui contiendrait aussi des recettes adaptées en conformité avec la meilleure science. Sans doute pourrons-nous aussi proposer des démonstrations de recettes reconstituées dans le cadre de l'université d'été ouverte des sciences gastronomiques qui devrait voir le jour à partir de l'été 2019, notamment ici, mais pas seulement, un peu partout dans la ville. C'est dire si j'espère vous revoir rapidement pour vous présenter nos premiers résultats. Vous voyez que c'est plutôt, là ce que j'ai fait, c'est plutôt un catalogue de mes désirs, ce n'est pas vraiment le résultat. D'ici là, je vous invite à voir notre carnet de recherche sur hypothèse, corema.hypothèse.org. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça ne va pas tarder à se remplir. Merci, j'espère ne pas avoir été trop long et peut-être je peux répondre à des questions. Brièvement.